Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, depuis novembre 2022 très exactement. Ouais, ça fait presque 3 ans. Du coup, soyez indulgents parce qu'on n'a plus trop l'habitude de parler devant la caméra. On est devenu un peu timide. Pendant notre absence sur YouTube, on est quand même passé sur Twitter. On a eu quand même pas mal d'abonnés qui nous ont rejoints sur Twitter. Donc déjà, merci à tous les abonnés. D'ailleurs, ici sur YouTube, il doit y avoir pas mal de personnes qui sont pas abonnées à notre compte Twitter. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner. Voilà, donc dans cette vidéo, si vous avez vu le titre, normalement, on va parler des ETF qu'on trouve un peu compliqués à acheter en ce moment. Et on va parler aussi des actions de manière individuelle et du fait que l'écosystème de l'IA, il nous intéresse beaucoup parce qu'on trouve que c'est là où il va y avoir des opportunités dans les années à venir. Voilà, pour ceux qui nous suivaient sur Twitter, vous savez qu'on tweetait énormément sur les ETF, mais maintenant c'est vrai qu'on a du mal à conseiller entre guillemets les ETF à des niveaux de valorisation aussi élevés. On a pu voir pas mal de tweets qui parlent de valorisation historique qui sont même au-dessus de la bulle internet. Par exemple, le S&P 500, on a pu voir qu'il était valorisé à 3,3 fois les chiffres d'affaires, qui n'a jamais été aussi élevé. Voilà, on a d'autres indicateurs aussi comme le price to book ratio qui est à des niveaux historiques. Mais du coup, avant qu'on passe au cœur du sujet, on voulait remercier tous ceux qui nous ont mis des commentaires sur Twitter ou qui nous ont mis des commentaires en dessous de nos anciennes vidéos et qui nous disaient des trucs du type reprenez les vidéos, ça nous manque, etc. Donc voilà, merci à vous. Alors maintenant, si on va dans le vif du sujet concernant la survalorisation du marché de manière générale, surtout le marché américain en fait. Donc on a cette étude de JP Morgan qui montre qu'en achetant du S&P 500 à ces niveaux de prix là, eh bien on peut s'attendre à une performance quasiment nulle sur les 10 prochaines années. Cette étude, elle montre à partir de données historiques que quand vous achetiez le S&P 500 à un niveau de valorisation élevé tel que 22 ou 23 fois le PER, forward PER pour être précis, et ben les 10 années suivantes, vous vous retrouviez avec une performance de 0%. Voilà, donc le forward PER qui est actuellement à environ 22,5 et on voit bien que sur le graphique, il y a quand même pas mal de points et que la courbe, voilà, il y a très peu de dispersion par rapport à la courbe, donc on peut quand même lui faire confiance à ce graphique, même s'il est basé sur des données historiques et que les performances historiques ne préjugent pas des performances futures. Là, on sait, il y en aura toujours certains qui diront qu'aujourd'hui c'est différent parce qu'il y a la révolution de l'IA, etc. Mais bon, voilà, on trouve que ce graphique il résume bien la situation, mais il y a bien sûr d'autres signaux que on peut repérer ici et là. Voilà, il y a par exemple Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, qui garde une énorme montagne de cash en attente de l'investir. Voilà, une montagne de cash de plus de 300 milliards de dollars si mes souvenirs sont bons. Et c'est même d'ailleurs bizarre qu'ils préfèrent garder du cash parce que en ce moment on entend beaucoup que cash il se trash parce que le dollar il baisse en valeur, mais malgré le dollar qui baisse en valeur, on voit qu'il garde quand même ce cash. On a aussi le fait qu'il y ait tous les actifs qui montent en même temps, donc par exemple l'or est en train de faire des plus hauts historiques en même temps que les marchés boursiers américains. Un autre signal auquel on accorde énormément d'importance, c'est aussi Xavier Delmas qui a fait plusieurs vidéos cet été où il dit que les marchés sont un peu hauts selon lui. Encore un autre signal, on a énormément d'IPO qui sont en train de se faire actuellement de plusieurs sociétés, notamment aux États-Unis. Voilà, on sait que les sociétés elles aiment bien faire leurs IPO au moment où elles trouvent que les marchés sont très chèrement valorisés parce que c'est là où elles vont lever le plus d'argent. Voilà, on a eu des exemples comme Figma ou alors Klarna. Voilà, donc en fait actuellement ça me dérangerait moins de faire du DCA sur du Google par exemple que du DCA sur du Nasdaq 100. Et en fait le Nasdaq 100 il a des valorisations extrêmement élevées parce qu'il y a certaines grosses sociétés actuellement qu'on trouve vraiment survalorisées, qui sont un peu bullesques pour certaines. Voilà, pour citer quelques actions, on trouve par exemple que Oracle, Palantir, Broadcom, Apple sont un peu surévalués, voire même Tesla, mais Tesla c'est un peu plus difficile à estimer parce que sa valorisation elle repose sur un marché qui n'existe pas vraiment encore et donc les bénéfices de Tesla pourraient par exemple exploser dans le futur, mais bon c'est un peu plus difficile à rentrer dans un tableau en tout cas. Vous avez sûrement entendu parler dernièrement de Oracle qui a fait une hausse de 40% en un jour après avoir publié ses résultats et cette hausse elle s'est expliquée par un carnet de commandes qui a augmenté de 300%, donc c'est un chiffre un peu douteux. C'est des commandes qui viennent de OpenAI. On sait que OpenAI n'a pas encore l'argent pour payer, on sait que Oracle va devoir s'endetter pour construire les data centers, etc. Donc tout ça, ça repose quand même sur pas mal de suppositions. Mais le marché, bizarrement, il a un peu oublié tout ça et il a décidé qu'il allait juste faire monter la fortune de Larry Ellison pour le faire devenir l'homme le plus riche du monde pendant un jour. Donc voilà, pour ça, nous, c'est des comportements qu'on peut retrouver dans une bulle. Ensuite, on sait tous que Palantir, elle a un PER de 500, que la croissance attendue, c'est une croissance de 50% par an pendant 10 ans. Donc voilà, est-ce que ce genre de croissance, elle est tenable dans le futur? Nous, en tout cas, on trouve que c'est un peu surévalué tout ça. Broadcom, c'est un peu pareil. La croissance future pricée au prix actuel, c'est environ 30% par an pendant 10 ans et on se demande si c'est possible. Et puis, on a aussi Apple dont on a parlé qui est encore très chèrement valorisé alors que ça fait plusieurs trimestres depuis 2023 qu'elle a des revenus qui ne bougent pas, qui sont flats. Donc voilà, Apple, elle a fait aucune croissance pendant 2 ans, 3 ans alors qu'elle est encore valorisée à 20 ou 30 fois ses bénéfices. Bref, et en tout cas, ça fait plusieurs grosses sociétés comme ça qu'on trouve survalorisées et c'est en partie ce qui explique aussi la survalorisation du Nasdaq 100. Après, à l'opposé de tout ça, on a des sociétés qu'on trouve à des valorisations très attractives ou cohérentes en tout cas par rapport
rapport à ce qui est attendu dans le futur. Pour en citer certaines, on a par exemple Google ou Meta, voire même Nvidia qui peut être relativement attractive. Après, on a aussi TSMC qu'on trouve très bien, on a Tencent, on a Adobe et on a des sociétés un peu moins connues du grand public comme Nebius. D'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, l'analyse de la société Nebius. Voilà, Adobe, on la trouve très défensive en ce moment, surtout qu'elle a publié ses résultats il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que sa dernière publication, elle a bien surpris avec sa croissance. C'est vrai que la thèse qui était derrière la chute constante de l'action Adobe, c'était le fait qu'elle se fasse complètement concurrencer par l'IA. Et même nous d'ailleurs, on croyait à cette thèse, hein, c'était notre thèse aussi. Mais c'est vrai que cette publication, elle change un peu la donne parce qu'elle montre que Adobe, elle utilise en fait les IA de ses concurrents dans ses produits lorsqu'elle n'arrive pas à proposer sa propre IA. Donc elle va utiliser par exemple l'IA de Gemini, Nano Banana, donc qu'on trouve très bien et qui a beaucoup de succès. Et rien que ça, on trouve que c'est une publication qui peut marquer le bottom de l'action et qui change par exemple tout. Bon, après, il faut savoir que Adobe, c'est une action qui rachète énormément ses actions, hein, quasiment 8% à l'heure actuelle. Ça équivaut à 8% de distribution de dividendes. Donc ça en fait d'elle une action défensive, hein, donc il faut pas s'attendre non plus à une croissance phénoménale puisqu'elle ne réinvestit pas dans sa croissance. Mais c'est vrai que du coup, trouver des actions défensives dans l'état actuel du marché, c'est quand même pas mal, on trouve. Voilà, avoir une petite machine à cash dans le portefeuille tranquille. Alors, en fait, ça réduit le downside et il y a pas mal de upside au-dessus. Voilà, pour parler comme les professionnels. Après, pour les actions du PEA, on a ASML qu'on aime bien et on a Essilor. La valorisation d'ASML, on la trouve plus cohérente que attractive, on va dire, en ce moment. Par contre, Essilor, on a beaucoup d'espoir dessus avec les nouvelles lunettes qui vont sortir avec Meta. D'ailleurs, Meta qui doit faire une conférence aujourd'hui pour présenter ses nouvelles lunettes intelligentes et connectées à 800$ l'unité. Il y a un petit bracelet à mettre autour du poignet pour pouvoir commander ce que tu vois sur les lunettes, donc ça a l'air très stylé tout ça. En plus, tu peux traduire des textes en direct, tu peux voir un trajet de GPS en direct. Juste avant de passer à la suite, je voulais faire un petit encart sur les perfs du Nasdaq 100, histoire qu'on se rende bien compte de la montée fulgurante qu'il y a eu ces derniers temps. Donc le Nasdaq 100, il a gagné 40% en 5 mois, il a gagné un peu plus de 120% en 3 ans, et il a gagné environ 250% depuis le Covid. Donc voilà, si vous aviez investi sur un ETF Nasdaq 100, il faut bien se rendre compte que ces performances, elles sont exceptionnelles et historiques, et que vous avez pris énormément d'avance par rapport à ce qui est attendu des performances d'un indice comme ça. On trouve les ETF très hauts en ce moment, et surtout les marchés américains dans leur globalité. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est la solution? Est-ce que c'est mettre tout son argent sous le matelas? Bah non. Non, quand même pas. Nous, au contraire, on trouve qu'on est à l'aube d'une révolution, et cette révolution, c'est l'IA. Après, on vous entend déjà dire que ouais, l'IA, c'est une bulle, c'est comme la bulle Internet des années 2000, et je dirais que oui, vous avez en partie raison. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les sociétés qu'on achète et faire attention à leur valorisation, et pas acheter celles qui font des plus hauts juste parce qu'elles font des plus hauts. Voilà, faut faire un gros tri en ce moment, et du coup ça implique d'aller chercher un petit peu dans les documents financiers, regarder les chiffres, tout ça. C'est pour ça qu'on trouve qu'acheter un ETF sans discernement avec ce qu'il y a dedans comme action, ça a plus trop de sens aujourd'hui, alors que ça avait du sens il y a 2-3 ans, hein, ou même il y a 1 an. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avant on disait à n'importe quel débutant qu'acheter de l'ETF S&P 500 ou MSCI World en DCA sur son PEA par exemple, c'était une super solution pour investir, et c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à dire aujourd'hui. Je trouve voilà, que c'est pas possible de le dire, on se mentirait à nous-mêmes. Après attention, parce qu'il y a aussi la solution qu'on peut voir parfois d'acheter un ETF thématique IA. On dit quand même de faire attention à cette solution parce que ça reviendrait à acheter les valeurs de l'IA qui sont en bulle en ce moment. Ce serait un peu comme acheter un ETF Internet en 1999. C'était une très mauvaise idée, je pense. C'est vrai que le rapprochement, il est très vite fait, et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les plus grosses actions sont des actions technologiques, et les plus grosses actions de demain seront sûrement des actions IA. Donc c'est vrai qu'il faut les sélectionner dès maintenant. Voilà, et je voulais juste dire aussi que quand tu fais du stock picking, il n'y a pas que sur les small caps que tu peux aller chercher de la performance, de l'alpha comme disent les pros. Pour nous, le marché, il est aussi inefficient sur les grosses caps que sur les small caps, comme on a pu le voir avec l'exemple de Oracle, par exemple, qui arrive à prendre des 40% en un jour, alors que c'est une société qui vaut presque 1000 milliards de dollars. Et puis les small caps, c'est vrai que nous, personnellement, on trouve ça hyper dangereux. D'ailleurs, on avait écrit un article à ce sujet sur notre super blog Argent qui dort. N'hésitez pas à aller le voir. Alors, on a déjà cité 2-3 actions sur lesquelles on a donné notre avis, mais nous, il faut savoir qu'on a un hub avec toutes nos actions qu'on suit actuellement, et on y a mis toutes les actions liées à l'IA qu'on aime bien, ou alors qui peuvent devenir intéressantes. Et comme vous pouvez le constater, on a aussi un onglet qui parle des secteurs de l'IA, où on a pu mettre toutes les actions de l'IA, à quel sous-secteur elles appartiennent précisément. Voilà, si vous êtes intéressé par cette shortlist, sachez que c'est un outil gratuit qu'on met à disposition sur notre site Argent qui dort. Voilà, nous on essaye de le mettre à jour le plus possible, hein, parce qu'on l'utilise aussi pour nous. Voilà, donc tout ça pour dire que notre nouvelle direction sur la chaîne YouTube, notre nouvelle DA comme disent les youtubeurs, ça va être de parler de l'écosystème de l'IA,
l'IA et de comment y investir de manière intelligente. Voilà, on trouve qu'il y a des opportunités énormes à saisir dans cet écosystème et on va essayer de creuser en profondeur avec vous pour expliquer tous les sous-secteurs de cet écosystème. On va parler des semi-conducteurs, bien sûr, des data centers, du cloud, de l'énergie nucléaire, ce genre de choses. Du coup, dans l'environnement du marché actuel, c'est vrai que ça nous choque pas de rester un petit peu cash pour saisir des opportunités et ne pas subir la prochaine baisse qui pourrait potentiellement arriver. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent de ne jamais essayer de timer le marché, mais quand même, là, c'est un petit peu compliqué en ce moment. En tout cas, même à notre pire ennemi qui viendrait d'hériter, on ne dirait pas de faire all-in sur un ETF MSCI World ou S&P 500 dès maintenant. On pense que ça va pas bien se passer pour lui. C'est vrai que rentrer dans un ETF S&P 500 en ce moment, c'est un peu comme rentrer dans un train en gare tout en sachant qu'il risque de ne pas bouger pendant très longtemps. Donc voilà, nous on a décidé de descendre de ce train et de prendre des bus et des taxis. Voilà, des transports en commun un petit peu moins peuplés, un peu plus spécifiques. Bref, du coup, cette aventure, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner si vous aviez oublié un peu la chaîne. Et surtout en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de ce changement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'on se trompe? Le débat est ouvert. Voilà, dites-nous aussi les sociétés dans l'IA que vous préférez. Ça, on peut y jeter un petit coup d'œil. Voilà, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo et c'est le ciao!